Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des ultra-orthodoxes, ceux que l'on appelle en hébreu les Haredim, c'est-à-dire ceux qui craignent, en l'occurrence ceux qui craignent Dieu. Ce que j'aimerais démontrer dans les minutes qui viennent, c'est que le monde Haredi est en crise, ou tout du moins à la croisée des chemins, et ce en dépit, ou peut-être à cause, nous le verrons, de la première des caractéristiques qui vient à l'esprit lorsque l'on évoque ceux que l'on appelle aussi les hommes en noir, à savoir leur dynamisme démographique. Un petit rappel tout d'abord, il faut insister sur le fait que l'ultra-orthodoxie est bien plus hétérogène que l'on pourrait penser. Au risque de grossir le trait, on peut dire qu'il y a en Israël 3 catégories de Haredim. Les différentes communautés chassidiques d'abord, qui présentent un judaïsme rigoriste certes, mais aussi volontiers mystique, et dont la figure centrale est l'admor initial de notre maître, notre enseignant, notre rabbin. Autorité rabbinique vénérée et dont, dans la plupart des cas, le charisme et l'infaillibilité que les fidèles lui attribuent sont censés se transmettre de génération en génération. Il y a en Israël et ailleurs de très nombreuses Hassiduyot, des communautés qui varient selon le nombre de leurs membres, mais aussi en fonction de leur rapport assez différent à la modernité et à l'État. Très opposés en principe aux tendances mystiques du chassidisme, à tel point qu'ils se firent appeler les mitnagdim, les opposants au chassidisme, en fait, vous trouverez les ultra-orthodoxes du courant lituanien, issus à l'origine des écoles talmudiques, ou yeshivot, de Lituanie, qui prenaient, eux, un judaïsme concentré sur l'étude du Talmud et des textes sacrés. Aujourd'hui, c'est le courant le plus important numériquement, en Israël, en tout cas. Et c'est sous sa tutelle qu'est né, et puis s'est développé d'une manière assez spectaculaire, l'ultra-orthodoxie orientale, entre guillemets, représentée politiquement par le parti politique Chasse. Les Haredim venant de familles originaires du Maghreb ou du Mashrek sont en général plus insérés dans la société israélienne que leurs congénères ashkénazes, et leurs pratiques religieuses se caractérisent souvent, même si ce n'est pas systématique, par davantage de souplesse et de tolérance. Les présentations ayant été faites, encore une fois, d'une manière succincte, entrons dans le vif du sujet. Tout d'abord en rappelant que l'ultra-orthodoxie israélienne est un phénomène à la fois unique au monde et inédit dans l'histoire juive. Des communautés ultra-orthodoxes existent en dehors d'Israël, à Paris, à Londres, à Anvers, à New York, pour ne citer que les exemples les plus connus. Elles ne sont pas moins strictes d'un point de vue religieux et repliées sur elles-mêmes d'un point de vue sociologique que leurs équivalents israéliens. Mais la grande majorité de leurs membres exercent une profession, un métier, ce qui n'est pas le cas des Haredim israéliens, censés consacrer leur vie entière à l'étude des textes sacrés. Or, dans les communautés traditionnelles d'Europe de l'Est, avant la création de l'État d'Israël, il s'agissait d'un privilège réservé aux plus doués, les Elohim. Seuls ces étudiants brillants triés sur le volet étaient dispensés de travailler et ils pouvaient compter sur la générosité de leurs coreligionnaires pour subvenir à leurs besoins. L'idée que des générations entières, exclusivement masculines, faut-il le rappeler, dédient leur existence à l'étude en yeshiva est donc à la fois sans précédent dans l'histoire juive, ultra-orthodoxie comprise, et sans équivalent contemporain en dehors d'Israël. Une singularité qui a pour origine la volonté des Haredim israéliens de refonder après l'hécatombe de la Shoah un monde de la Torah, comme ils l'appellent, dense, solide, et aussi, et surtout peut-être, dû à leur crainte de voir leur vieil adversaire, le sionisme, l'emporter définitivement en laïcisant une fois établi l'État d'Israël, ceux des Juifs qui étaient restés pieux en dépit de l'influence de la modernité juive, la Haskalah, dont le sionisme semblait être, après la Seconde Guerre mondiale en tout cas, l'incarnation la plus victorieuse. Tentons de comprendre maintenant pour quelles raisons ce modèle unique, donc, est probablement sur le point de vaciller. En énumérant d'abord des causes que l'on pourrait qualifier de structurelles. Économiquement, en dépit des subventions étatiques particulièrement généreuses, elles ne m'ont d'ailleurs jamais autant été que sous le gouvernement actuel, en dépit également d'un certain ascétisme, d'une certaine éthique de la simplicité et de la pauvreté, ce modèle ne peut perdurer. Comme en témoigne le nombre de Haredim qui travaillent au noir, puisque leur dispense des obligations militaires leur interdit de travailler légalement. En témoigne également la proportion importante de femmes, de Harediot, qui exercent une profession légalement, elles, tout en élevant des fratries dont on sait à quel point elles sont nombreuses. On constate d'ailleurs ces derniers temps l'émergence, encore timide, encore embryonnaire, d'un véritable féminisme haredi, qui pourrait contribuer sur le long terme
à faire évoluer l'ensemble du monde ultra-orthodoxe. À cela s'ajoute une crise de croissance. L'augmentation exponentielle du nombre de Haredim ébranle les contours et les délimitations du monde ultra-orthodoxe, autrefois défini avec beaucoup de clarté. Des phénomènes comme celui des ultra-orthodoxes modernes, c'est presque un oxymore, ou encore celui assez fascinant des Haredim qui présentent tous les aspects extérieurs de leur appartenance religieuse et qui, en catimini, ont plus ou moins abandonné la pratique, voire même la foi. Ces phénomènes, donc, n'auraient pas été concevables il y a quelques années encore. C'est que la modernité, en dépit des efforts déployés pour la tenir à l'écart du monde orthodoxe, ne peut pas ne pas influer sur une société devenue aussi vaste. Alors que le modèle Haredi israélien, on l'a vu, était conçu pour défendre les spécificités culturelles et cultuelles d'un groupe très réduit, très minoritaire, ce qu'il était pendant les premières années de l'État d'Israël, ce qu'il n'est plus depuis un bon moment maintenant. Rien d'étonnant donc à ce que le nombre de Chodrim Beshe'ela, ceux qui reviennent à la question en s'éloignant des communautés ultra-orthodoxes dans lesquelles ils avaient grandi, soit en augmentation constante. On dit d'ailleurs, c'est une plaisanterie, mais comme toute plaisanterie, elle a un fond de vérité, qu'aujourd'hui, une mère de famille ultra-orthodoxe fait plus d'enfants laïcs qu'une mère de famille laïque. Voilà pour les crises structurelles que connaît l'ultra-orthodoxie israélienne. Venons-en maintenant, aujourd'hui, aux crises d'ordre conjoncturel que subit l'ultra-orthodoxie en Israël. Ces derniers mois, elles se sont accumulées, elles se sont accélérées. Sur le plan juridique, d'abord, puisque la période de prolongation des décrets qui légalisent l'exemption du service national, dont bénéficient, on le sait, les jeunes Haredim, a pris fin. Le gouvernement doit donc légiférer une fois de plus, et on voit mal comment il pourra faire adopter une loi qui puisse satisfaire les partis orthodoxes, piliers de la coalition gouvernementale, sans contrevenir au principe d'égalité des citoyens devant la loi, et donc risquer que cette éventuelle nouvelle loi soit, comme la précédente, abrogée par la Cour suprême. En attendant, si personne n'imagine bien évidemment que les jeunes étudiants des yeshivot soient enrôlés de force dans les rangs de Tsahal, la justice a ordonné une réduction du financement de ces yeshivot par l'État, au prorata du nombre d'étudiants en âge de servir. Les difficultés économiques vont donc s'accumuler pour les instituts éducatifs du monde ultra-orthodoxe. Simultanément, les bouleversements liés au massacre du 7 octobre et à la guerre contre le Hamas ont remis en cause plus que jamais auparavant le principe de l'exemption de masse dont bénéficient les étudiants des instituts ultra-orthodoxes. En premier lieu, parce que les pertes importantes subies par l'armée le 7 octobre et dans les mois de guerre qui ont suivi, les enseignements même de cette guerre ont fait vaciller le principe d'une armée réduite et efficace qui misait presque davantage sur les avancées technologique et sur le facteur humain. Ça a besoin d'hommes et de femmes. Il est question de rallonger la durée du service militaire ainsi que celle des périodes de réserve. Dans ces conditions, l'exemption des Haredim est vécue plus qu'auparavant comme une terrible injustice. D'autant plus que les Israéliens ont le sentiment que les Haredim n'ont pas été directement affectés par la tragédie du 7 octobre et par les sacrifices auxquels les autres secteurs de la population consentent pour la défense du pays. Un sentiment accentué par les déclarations de certaines figures rabbiniques qui témoignent à la fois de leur déconnexion et de leur inquiétude aussi. Citons par exemple le grand rabbin séfarade d'Israël, Yitzhak Yosef, qui a récemment affirmé que si l'État décidait d'obliger les jeunes Haredim à effectuer un service national, militaire ou civil d'ailleurs, eh bien le monde de la Torah, comme il l'appelle, préférerait quitter le pays, tout simplement. Les Israéliens laïcs et sionistes religieux acceptent de moins en moins ce refus d'assumer le fardeau de la défense du pays, et plus encore peut-être ce qu'ils sont nombreux à percevoir comme étant le rejet de l'esprit d'unité qui avait gagné la société israélienne après le 7 octobre. Cette amertume est très répandue parmi les électeurs des partis de l'opposition, du centre et de la gauche, mais aussi parmi les électeurs des formations de droite qui ont forgé une alliance politique solide avec les partis ultra-orthodoxes. De quoi remettre en cause, à plus ou moins court terme, la pérennité même de cette alliance. Les partis orthodoxes, autrefois partis pivots pouvant gouverner tant avec la droite qu'avec la gauche, ne sont plus en mesure d'être les faiseurs de roi de la vie politique israélienne. Et l'électorat se prononcera très probablement à l'avenir en faveur de larges coalitions rassemblant les partis de la droite, du centre et de la gauche, sans la participation au pouvoir du Shas oriental et du Yahadut HaTorah Ashkenaz, les deux listes orthodoxes. En résumé, sur les plans économiques, sociologiques, juridiques
et politique, on vient de le voir, le modèle ultra-orthodoxe israélien subit des bouleversements qui pourraient le transformer au profondeur. À cela, il faut rajouter une autre dimension, la dimension éducative. Le refus des orthodoxes de faire en sorte qu'un tronc commun éducatif avec des cours d'anglais, de mathématiques d'un niveau suffisant soit dispensé dans les écoles ultra-orthodoxes constitue un problème réel pour des générations entières qui ne pourront pas, même si elles le désirent, véritablement s'intégrer au marché du travail israélien, mais un problème plus largement pour l'économie d'Israël, pour la société israélienne, pour l'État d'Israël et sa pérennité comme État démocratique du peuple juif. La crise dont on a parlé, qui touche le monde ultra-orthodoxe, devra être exploitée pour que l'État d'Israël et les communautés orthodoxes parviennent à un modus vivendi qui permette tout de même l'intégration de ces communautés à la fois sur le marché du travail, mais également à la société israélienne et l'adoption par ces communautés d'un tronc commun éducatif, mais aussi d'un tronc commun en termes de valeurs, les valeurs démocratiques.